3. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre au sommaire de ce midi pile. Le fugitif de l'hôpital psychiatrique de Prémontré dans l'Aisne court toujours, malgré un dispositif de recherche mis en place sur l'ensemble du territoire. David Desplanches, 34 ans, condamné à 15 ans de réclusion pour le meurtre de sa compagne, et s'était déjà évadé d'un hôpital en 2004. Une opération pilote aujourd'hui au collège Gaston Boucourt à Roiselle dans la Somme. Une journée de sensibilisation à la réanimation cardio-pulmonaire à destination des élèves de 6e. Pour en parler en direct dans ce journal, Patricia Vandenberg, principale du collège. Enfin, comme chaque lundi, une large place faite au sport avec notamment du football américain et une victoire ce week-end face à Asnières pour les Spartiates d'Amiens. David Desplanches, un détenu jugé dangereux, s'est évadé samedi matin de l'hôpital psychiatrique de Prémontré dans l'Aisne. Un mandat de recherche nationale a été lancé contre cet homme, condamné à 15 ans de prison pour avoir tué sa compagne. Une enquête administrative est ouverte pour comprendre comment un interné, pourtant placé en unité pour malades difficiles au sein du centre hospitalier, a pu s'échapper. Florent Loiseau, Bruno Pillet. Une quarantaine de gendarmes mobilisés dans le secteur de Prémontré, mais la tâche est difficile. L'hôpital psychiatrique est situé au cœur de la forêt de Saint-Gobain, 9000 hectares pour brouiller les pistes. Joint au téléphone, le procureur de la République de Lens se dit inquiet. L'évadé est dangereux. Les recherches sont donc étendues. Bon, à l'heure actuelle, les recherches s'étendent sur tout le territoire national en fait. Il est inscrit au fichier des personnes recherchées, il fait l'objet d'un mandat de recherche. Et puis, bien sûr, dans des lieux plus spécifiques, des dispositions sont prises. Enfin, sachez que dans tout endroit où il est susceptible de se rendre, une vigilance spéciale est en place. L'ancien vigile, 34 ans, originaire de la région parisienne, est parvenu à scier les barreaux de sa chambre à l'aide, semble-t-il, de ciseaux, puis tresser une corde avec ses draps dans la nuit de vendredi à samedi, entre deux tours de garde. Il était interné ici depuis novembre, après avoir été transféré de la maison d'arrêt de Château-Thierry, purgeant une peine de 15 ans de réclusion pour avoir abattu sa compagne en 2003. Alors ce sont normalement des chambres qui sont complètement sécurisées, où il n'y a pas de poignées, où il y a des barrières aux fenêtres, donc, et où il est de manière quasi impossible de s'en évader. Mais le risque zéro n'existe nullement. Une enquête administrative a été lancée pour comprendre comment cela a pu se passer. L'affaire devrait également relancer le débat autour de la sécurité des hôpitaux psychiatriques. L'opinion publique avait été choquée par l'évasion il y a 2 mois d'un patient de l'hôpital de Grenoble. Il avait tué un jeune homme de 18 ans dans la rue. Nicolas Sarkozy avait alors demandé la réforme de l'hospitalisation d'office, pointant du doigt les carences du système. Un mot de politique à présent et c'est confirmé, c'est le maire de Valenciennes, Dominique Riquet, par ailleurs chef de file de l'UMP au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, qui mènera la liste aux prochaines européennes. Européennes qui se tiendront, je vous le rappelle, le 7 juin 2009. Dominique Riquet qui était en compétition avec des élus picards et normands pour ce scrutin de liste qui doit couvrir le grand nord-ouest de la France. En position éligible, il assure donc une représentation du Nord au sein du Parlement européen. Un choix qui présente le risque en revanche que Picard et Normand ne soient pas représentés. Le collège Gaston Boucourt à Roiselle dans la Somme, collège pilote pour sensibiliser les élèves de 6e à la réanimation cardio-pulmonaire. En clair, le massage cardiaque et la défibrillation. Première session de formation ce matin pour 78 enfants avec la projection d'un film et l'attribution à chacun d'un kit comprenant un mini défibrillateur et un mannequin. Un matériel que chaque élève emportera à domicile pour tenter de sensibiliser ses proches à l'apprentissage de ces gestes de premier secours. Et en direct du collège Gaston Boucourt de Roiselle, Patricia Vandenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes la principale du collège et initiatrice de ce projet. C'est un projet à long terme puisque vous avez l'intention de former l'ensemble de vos élèves de 6e. Oui, tout à fait. C'est un projet qui va s'étaler sur 4 années. Effectivement, 4 cohortes de 6e qui seront équipées de ce kit, en complémentarité, bien entendu, des enseignements disciplinaires. Alors, Madame Vandenberg, cette formation est en principe obligatoire depuis 2006, mais dans les faits, c'est assez peu appliqué, je crois.
Oui, tout à fait. Donc cet enseignement se fait dans le cadre de la prévention des secours civiques. Donc effectivement, ça n'est pas encore tout à fait pris en charge correctement au niveau des enseignements. Donc c'était ainsi que j'ai décidé de donner un effet déclencheur par le biais de l'action de ce matin au sein de l'établissement. Et comment vous est venue cette idée? On m'a dit que vous vous étiez inspiré du modèle norvégien. Voilà, tout à fait. Dans les pays scandinaves, ils sont assez avant-gardistes au niveau de l'apprendre à porter secours et tout individu là-bas a bénéficié d'une formation au niveau de ses responsabilités. Et je m'en suis inspirée, alors à une moindre mesure au niveau de l'établissement, alors sur un coût financier certes conséquent, pris en charge par l'établissement, mais qui permettra de sensibiliser tous les élèves de l'établissement au premier secours. On l'a dit tout à l'heure, hein, les élèves devraient repartir avec leur kit de premier secours. Vous espérez qu'ils sauront aussi convaincre leurs proches de s'initier à ces gestes-là? Voilà, donc c'est une autre finalité de ce projet. J'ambitionne effectivement que lorsque les élèves rentreront chez eux, dans leur famille, ils puissent aussi dispenser l'information dont ils ont été destinataires ce matin auprès de leurs cellules familiales proches. Enfin, dernière question très rapidement, Madame Vandenberg. Une journée d'initiation, c'est assez peu. Est-ce qu'il y aura des piqûres de rappel? Alors des piqûres de rappel, certes, de toute manière, dans le cadre de l'enseignement à porter secours, au niveau disciplinaire, au niveau des cours d'éducation physique et sportive, des cours de SVT, effectivement, les piqûres de rappel, mais pas forcément au niveau de la réanimation cardio-pulmonaire, au niveau de la prise en charge de toutes les situations d'urgence, traumatisme, brûlure, etc. Merci infiniment d'avoir répondu en direct de Roiselle. Merci. L'Europe, vous le savez, finance de nombreux projets, 4500 pour être précis, notamment via le FEDER, le Fonds européen de développement régional, et le FSE, le Fonds social européen. Côté FEDER, la Picardie bénéficie d'une enveloppe de 201 millions d'euros. Aujourd'hui, notre gros plan s'intéresse aux bénéficiaires à travers deux exemples bien différents. Florent Loiseau, Gilles Bezou. C'est une des nombreuses entreprises de la zone industrielle de Saint-Quentin, peu connue dans la région mais ultra réputée dans l'univers du théâtre. ADB, fabricant de projecteurs, est devenu numéro 3 mondial de ce secteur, notamment grâce à son petit dernier. Le projecteur Warp a une fonction tout à fait révolutionnaire, dont toutes les applications sont motorisables et commandées à partir du pupitre de commande de jeu de lumière, à partir de la régie lumière. Une innovation qui a séduit les théâtres les plus prestigieux, la grande salle de l'Opéra de Pékin, la Scala de Milan, le Bolchoï de Saint-Pétersbourg, l'Opéra Garnier ou encore une partie du plateau JT de France 2. Et la lumière fut sur David Pujadas. Dans l'actualité ce soir. En tout, 25 000 projecteurs ont été vendus en 2008, mais ADB reste dans la catégorie petite et moyenne entreprise, avec toutes les difficultés que ça comporte pour investir. C'est là que l'Europe intervient. Nous avons obtenu une enveloppe de 800 000 euros, qui sont un prêt remboursable en plusieurs années sans intérêt bien sûr, et qui nous ont permis de faire plusieurs séquences dans l'opération de développement, la conception, l'industrialisation et la commercialisation du produit. Sur l'enveloppe de 800 000 euros, l'Europe a cofinancé un quart via le FEDER, le Fonds de développement régional, pour dynamiser le tissu économique des 27 États membres. Mais Bruxelles ne soutient pas que les entreprises. Plus surprenant, voici l'institution à la rescousse des chauves-souris. Thomas et Marie-Hélène travaillent pour le Conservatoire des sites naturels de Picardie. Les voici dans une ancienne carrière à Cessières pour compter de charmants petits mammifères. Accrochés aux parois, les vespertilions à moustache sont en pleine hibernation. Ce sont des mammifères qui, comme les marmottes, passent l'hiver en état de léthargie. Donc, en général, sont complètement isolés en hiver. Et en été, par contre, elles vont se regrouper en colonies qui peuvent être plusieurs individus ensemble. Ici, l'intervention de l'Europe est bien visible. C'est cette grille pour protéger le sommeil des chauves-souris. Ici, le site est très facilement accessible puisqu'on a la route qui est à moins de 50 mètres et un accès possible en voiture jusqu'à l'intérieur du site.
Donc il y avait différentes personnes qui venaient en fait dans le site, donc c'est pas mal dégradé, des bouteilles de l'essai, etc., voire même des voitures volées qui étaient brûlées sur le site. Suite à ça, nous on a voulu justement faire appel à nos différents financeurs, et donc notamment l'Europe, pour fermer le site, en tout cas empêcher l'accès humain, mais laisser passer les chauves-souris. Une vingtaine de cavités a été aménagée dans l'Aisne. L'Europe a participé en 2006 avec un premier chèque de 7 128 € précisément, puis 10 000 € pour un nouveau programme. De l'argent pour que les chauves-souris picardes puissent dormir sur leurs deux oreilles. Et les aides européennes, c'est le thème de Voix publique ce soir à 18h38. Karina Laff recevra Marielle Pierdet, chargée de mission Europe à la préfecture de région. Toutes les questions que vous vous posez sur ces aides, 03 22 69 23 23, ou sur notre site internet france3.fr, région Nord-Pas-de-Calais Picardie, rubrique Voix publique. Et comme chaque lundi, dans ce journal, nous retrouvons Thibaut Risman pour un tour d'horizon complet des principaux événements sportifs ce week-end. Et Thibaut, on ouvre le bal avec du hockey. Oui, on va essayer d'être exhaustif. Et ce week-end, c'était la victoire. D'abord, pour commencer, la victoire des Gothiques en hockey, évidemment. C'était samedi soir à Dijon. Les images sont signées France 3 à Dijon. Victoire des Gothiques, donc 11 buts à 4. Ils sont 5e à 3 points d'Angers et restent en course pour le moment. Pour une accession directe au quart de finale. Demain soir, c'est un gros morceau. Ils reçoivent Briançon au Coliseum. Et Briançon, c'est tout simplement le leader de Ligue Magnus. Et ce match se déroulera sans Anthony Mortas. Regardez, Anthony Mortas, fracture du pied lors du match qu'on vient de voir à l'image. Il a reçu un palais dans le pied, donc fracture. Fin de saison, on ne sait pas encore, on n'est pas sûr, on attend les résultats. Quand on sait qu'un palais est tiré à 170 km/h et qu'il pèse 160 grammes, imaginez la douleur, on en saura plus donc les jours prochains. Évidemment, c'est un coup dur à quelques journées du début des playoffs. Et puis Thibaut, quant aux handballeuses d'Abbeville, elles ont encore perdu ce week-end? Elles ont encore perdu, mais ça va quand même beaucoup mieux du côté du moral. Sur le terrain, elles ont chahuté Yutz, le leader actuel de D2 féminine. Elles perdent d'un seul tout petit point, résumé avec Gontran Giraudot et Jean-Louis Crossi. Perdre d'un satané but à 30 secondes de la fin après un match somptueux, ça fait vraiment mal. Dès les premières minutes, les Picardes en rouge se montrent pourtant actives, oppressantes. Une énergie que les Mosellanes de Yutz, leader du championnat, n'attendaient manifestement pas. Sans vraiment creuser l'écart, Abbeville mène au score. On sent bien que les 13e de D2 qui viennent d'aligner 7 défaites d'affilée ne veulent pas se laisser remonter. Par deux fois, Yutz recolle au score. Mais les Abbevilloises tiennent bon, notamment en défense. À l'image, n'ayons pas peur des mots de l'extraordinaire gardienne Florence Chantecler. Et quand l'arbitre siffle la pause, que le tableau affiche un incroyable 14-12 en faveur des Rouges, on peine à y croire. Au retour des vestiaires, Yutz profite d'une baisse de régime côté Picard. Et après plus de 40 minutes de jeu et suite à cette contre-attaque, le Lièvre change de maillot et ne le quittera plus. L'égalisation n'est jamais loin, mais la précision, elle, commence vraiment à manquer. Finalement, à 1 minute de la fin, Rachel Couillot redonne un espoir à des supporters en transe. Un espoir de courte durée. Score final, 29-30. Cette courte défaite clôt une semaine difficile pour Rachel. Des mots avec son entraîneur avaient fait craindre le pire, mais c'était bien mal la connaître. Ça, c'est déjà bon, quoi. Un point d'écart devant Yutz. Et puis elles sont premières en plus. Donc je pense que c'est bien pour nous, quoi. C'est bien. Ça va nous remonter le match prochain. Pour moi, on a gagné quelque chose ce soir, quoi. Je sais pas, on a maîtrisé un match. C'est sûr qu'on est retombé dans nos travers de temps en temps, mais par rapport à ce qu'on a fait avant les vacances de Noël, c'est une autre équipe. Là. C'est la nouvelle Abbeville qui arrive pour le mois de février et ceux qui suivent, quoi. Allez, juste pour le plaisir et Pascal le mérite, Rachel Couillot qui écœure la défense adverse. Et en foot américain, c'était la reprise du championnat de D1. Reprise et une première victoire pour les Spartiates d'Amiens, contrat rempli pour leur premier match. Ils n'ont fait qu'une bouchée d'anière, la toute jeune équipe promue dans ce championnat. Résumé sur place, il y avait du vent et ils ont eu froid avec Renaud Parquet et Jérôme Marignon. Les Molosses d'Anières sont tombés sur un os hier en s'inclinant sur leur terrain face aux Spartiates d'Amiens en blanc, 33-14. Avec 4 touchdowns, 3 à la passe et 1 à la course, les Picards ont montré leur force et ce malgré de petites erreurs de début de saison, sans quoi l'écart au score aurait été plus important. La force d'Amiens, c'est toujours le collectif. On a quand même plus de 10 joueurs en équipe nationale.
plus bon là un renfort américain. C'est vraiment là c'est vraiment le groupe d'internationaux qui fait la force d'Amiens. Et ça, plus la mayonnaise va prendre, plus le groupe va être soudé, plus mieux on va aller dans la continuité du championnat. Mais pour une reprise de championnat, les Molosses, eux, montés en D1 cette année, n'ont pas à rougir. Ils doivent encore trouver leur marque. Il n'y a pas assez d'agressivité, d'intensité et beaucoup d'erreurs, en fait trop d'erreurs. Et chaque erreur, ça a payé pour les Amiénois et ils ont placé leur TD, quoi. Une victoire encourageante donc pour le nouveau coach d'Amiens, Jason Harris, venu tout droit de Chicago. Cette semaine, l'effectif des Spartiates va être renforcé avec la venue d'un nouveau passeur, lui aussi débarqué d'outre-Atlantique. Allez, un coup d'œil sur les principaux résultats du week-end. Regardez, c'est chargé du volley. D'abord, Saint-Quentin battu 3-7 à rien par Cannes. Saint-Quentin est 6e. Beauvais battu aussi 3-7 à rien par Tours. Du football, Compiègne a fait match nul face à Monceau et l'Amiens AC en CFA2 reste leader après sa victoire contre Innsbruck samedi soir. Enfin, une petite nouvelle concernant le tennis et le junior Julien Aubry qui a passé le premier tour de l'Open d'Australie. 2-7, 6-4, 6-3 face à Sofer, c'est un Australien. Pour info, il est tête de série numéro 5 sur le tournoi. Il a 17 ans et il est licencié au tennis club d'Albert. Un coup d'œil maintenant sur l'agenda de la semaine. On a parlé du hockey. Demain, Amiens accueille Briançon et puis une grosse semaine pour l'ASC. Dijon d'abord, donc mardi, et Metz ensuite vendredi. Et puis samedi, ce sera les championnats du monde de cyclocross aux Pays-Bas. On surveillera tout particulièrement Pierre Garçon de Montdidier en cyclocross. Merci infiniment Thibaut, merci pour toutes ces informations. Et puis direction le 20e salon du livre qui se tenait tout ce week-end à Péronne dans la Somme, une manifestation régionale qui permet aux lecteurs de rencontrer les auteurs picards, une vitrine aussi pour les maisons d'édition régionales. Wafa Daman, Gérard Payen. Une grande partie des auteurs invités sont originaires de la Picardie. Depuis 20 ans, le Salon du Livre de Péronne s'est installé comme un événement culturel incontournable dans la région. Ce salon a quand même une renommée qui s'est forgée sur ces 20 années. Et donc ça permet aux auteurs locaux c'est une vitrine en fait, ça leur permet de se faire connaître, de les valoriser et de montrer aussi qu'en Picardie, nous avons aussi des auteurs et qui peuvent parfois devenir célèbres. Pour les auteurs picards, la Picardie est une source d'inspiration. À côté des écrits historiques, il y a beaucoup de romans. Je suis né à Saint-Quentin et j'aime bien Saint-Quentin en fait. Et c'était l'occasion de parler des endroits que j'aime quoi en fait, donc de les mettre en valeur en fait. Donc c'est un petit peu ça quoi. Et puis de le faire partager à travers le livre aux gens de ma ville, les gens que je connais quoi. Donc au départ franchement je croyais pas que ça pourrait être édité donc. Cet auteur est publié par une maison d'édition régionale qui ne publie que les policiers dont l'intrigue se déroule dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Sur ce créneau, on est pratiquement les seuls et on a un vivier d'auteurs dans cette région qui est assez important. Et puis il y a aussi un vivier de lecteurs. Je pense que ce qui fait le succès de cette collection, c'est justement le fait que ça se passe dans la région. Le Salon du Livre permet justement cette rencontre entre les lecteurs et les auteurs régionaux. Le problème, si on n'avait pas des petites maisons d'édition comme ça qui puissent nous permettre de nous plonger dans notre histoire, c'est pas les grosses boîtes d'édition qui le font, ce travail. Avec plus de 2000 visiteurs, le Salon du Livre de Péronne permet une vraie visibilité des auteurs régionaux dans toute leur diversité. Une bien triste nouvelle avant de vous quitter. Dimanche, notre confrère Patrice Tédicoloy est décédé des suites d'une longue maladie. Journaliste à France 3 Picardie depuis 1984, ce spécialiste du monde agricole s'était vu décerner la médaille de chevalier dans l'ordre national du mérite agricole. Nous nous associons à la douleur de ses proches et notamment à celle de ses 4 filles. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain à midi pile. Au revoir. Regardez votre journal régional, c'est aussi sur France3.fr.
Ce soir dans Voix publique, nous nous intéresserons aux aides de Bruxelles. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, la Picardie dispose d'une enveloppe de fonds européens pour financer des projets. Particuliers, associations ou entreprises peuvent en bénéficier sous certaines conditions. Savez-vous qui peut prétendre à ces aides et pourquoi faire? Laissez-nous vos questions, vos réactions au 03 22 69 23 23 ou sur internet france3.fr, région Nord-Pas-de-Calais Picardie. Voix publique revient ce soir à 18h38. Dès qu'arrivent les beaux jours, les Dunkerquois enfilent leur maillot et retrouvent avec plaisir un petit coin de paradis niché en zone Céveso. On est en pleine zone industrielle où ils ne font pas que des confitures par ici. La digue du Broc, interdiction formelle d'aller sur la digue, samedi à 15h50 sur France 3. La météo sur France 3 avec la mutuelle Apréva. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes à table, bien, je vous souhaite un excellent appétit. On regarde de suite les dernières images satellites. Voici la perturbation qui est passée hier. Vous voyez tout ce paquet de nuages. Alors qu'il est, eh bien, ces nuages ont quitté notre région. Nous sommes à l'arrière. Vous voyez, on y arrive tout doucettement, mais sûrement. Nous sommes dans un marais barométrique. Les pressions augmentent. Et pour l'instant, il ne se passe quasiment rien au niveau du ciel. Alors, cet après-midi, eh bien, vous allez le voir. Nous allons avoir la grisaille de ce matin qui va se disloquer. Laissez revenir les éclaircies, a priori plus présentes sur la façade ouest que sur la façade est. Quant au vent, il est quasi nul et variable dans l'intérieur, très faible, 10 km/h sur les côtes et de secteur sud-est. Les températures, il fera 7 maxi cet après-midi ici, du côté de Calais. Nous relèverons 5 à Château-Thierry, à Saint-Quentin, également à Valenciennes et un tout petit 4 dans l'Avesnois. Ce sera pour Liessy. La tendance, nous allons rester exactement dans les mêmes conditions demain mardi, mais également mercredi. Alors au niveau du ciel, demain matin, beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages. Puis dans le courant de la matinée, arrivée par la Belgique, ici, de quelques éclaircies. Les températures au petit matin, comprises entre 0 et 2 degrés sous abri. Dans l'après-midi, 4 à 7. Mercredi, retour de valeur négative avec -2 à +2 en matinée. 4 à 6 dans l'après-midi. Et on pense que le ciel sera plus lumineux et plus ensoleillé. Je vous en reparle un peu plus en détail, bien sûr, ce soir dans le 19-20. En attendant, n'oubliez pas d'appeler Paul, car aujourd'hui, c'est sa fête.